votre émission Justice et Promotion. Comme vous le savez, cette émission, c'est pour vulgariser les droits. Ça aide beaucoup de gens puisqu'il y a vraiment beaucoup d'écho en la matière. Et c'est aussi grâce à l'ASBEL, les Salomon Justice et Promotion, qui est patronné par Maître José Yombo Chipangila, qui nous aide à connaître la profondeur des droits. Et qu'est-ce que nous faisons dans l'angle de cette émission? Nous passons plus dans les domaines pratiques. Donc, on ne fait pas trop de théories pour éviter peut-être d'embrouiller les gens qui n'ont pas fait les droits. Maître José, bonsoir et soyez les bienvenus. Merci, bonsoir Monsieur Clément. Je suis content, vous étiez un peu en voyage là, vous êtes de retour. Et je pense que les téléspectateurs comprennent quand est-ce que Maître José n'est pas disponible. Peut-être quand on fait certaines rediffusions. Et soyez les bienvenus une fois de plus. Merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une manière ou d'une autre de ce qu'on appelle testament. Oui. Quid des testaments? Alors, Maître José va nous expliquer. C'est un sujet quelquefois qui pourrait désorienter certains, mais encourager les autres. Parce que on a remarqué que les Bantous n'ont pas l'habitude d'écrire un testament. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai peur de laisser un testament ou d'écrire un testament. Alors, nous allons découvrir l'importance aussi du testament à travers cet avocat chevronné, Maître José Yombo Chipangila. Alors, d'emblée, qu'entend-on par testament? Évidemment, ce n'est pas à confondre avec les Nouveaux et l'Ancien Testament de la Bible, Maître José. Oui, ça n'a rien à voir avec le Nouveau et l'Ancien Testament de la Bible. À la question de savoir ce que c'est qu'un testament, je pense que beaucoup de gens ont une idée de ce que c'est qu'un testament. D'autant plus que souvent on parle du testament qu'à l'occasion d'un décès. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le testament, c'est un acte personnel. Un acte d'une personne qui organise ses biens, qui distribue ses biens, qui dispose de ses biens et parfois même de son corps, parfois même de la manière dont sera organisé ses funérailles. C'est dire, c'est des dispositions qu'il prend pour la gestion de ses biens, pour la gestion de son corps, pour la tenue de ses funérailles, ainsi de suite. Mais après sa mort. C'est quand même affreux. Vous dites parfois même de son corps. Quelqu'un qui va mourir, quelle idée il aura de son corps donc après? C'est un peu difficile ça. Oui, mais le corps appartient au testateur. N'oubliez pas que depuis l'évolution de la science et de la pratique des greffes d'organes, un être humain peut disposer de son corps. Ça veut dire que il peut interdire que son corps soit utilisé, les organes de son corps soient utilisés pour sauver d'autres vies. Par contre, il y a des gens qui, par leur testament, ils lèguent le corps entier à la science. Il voit comment son cœur, ses reins peuvent être utilisés pour sauver d'autres vies, alors que lui-même est déjà décédé. C'est aussi un testament. Vraiment, il y a même certains donc, qui demandent qu'après leur mort, ils soient d'une manière ou d'une autre incinérés, au lieu d'être enterrés sous terre. Oui, c'est une volonté. Donc, le testateur dit à ceux qui restent ce qu'ils doivent faire de ses biens, ce qu'ils doivent faire de son corps, ou comment sera organisé ses funérailles. Il peut dire, à mon deuil, à mes funérailles, je ne veux pas voir Monsieur Clément.
C'est une façon de respecter le testament. Parce qu'en fait, le testament est considéré comme la dernière volonté d'un être humain. Et on est censé la respecter. Alors, qui est censé garder les testaments? Ça, c'est une question fondamentale. En principe, le testament doit être gardé par une personne en qui on fait confiance. N'est-ce pas? Ouais. Du point de vue de la loi, il y a des personnes à qui on attribue les attributs de sincérité. Il y a de ces officiers que par la loi, s'il a dit oui, tous on est censé avouer, accepter ce oui. S'il a dit non, tous on est censé comprendre que c'est non. Sa parole vaut preuve. C'est le notaire. Le notaire, ou un officier de l'état civil, ces gens sont des officiers assermentés. C'est-à-dire que ils doivent jouir d'une très bonne réputation. Ils doivent jouir de la confiance de tout un peuple. Alors, est-ce qu'en dehors d'eux, d'autres personnes peuvent aussi garder? Oui. Comme qui? Les avocats. Des avocats. Un avocat peut garder le testament. L'aîné de la famille peut garder le testament. Alors, mais là, avant que la personne ne décède, cette personne-là pourrait peut-être dire à un témoin qui écoutez, c'est mon avocat qui garde mon testament. Il faut savoir que oui, parmi les règles capitales de l'élaboration ou de gardiennage d'un certificat, il faut toujours qu'il y ait des témoins. Vous appelez ça certificat? Plutôt le testament. Ouais, je comprends. Il faut toujours de témoins. Soit au moment de la rédaction, soit au moment où on confie à quelqu'un la garde d'un testament. Ça, c'est pour sécuriser les dits documents, hein? Oui. Parce que lorsque votre document est gardé par un notaire, ça veut dire qu'il est enregistré. Ouais. Il y a un registre de testament chez le notaire. Et chacun peut consulter le registre et consulter aussi la copie originale du testament qui est gardé par le notaire pour savoir qu'est-ce que le testateur a dit dans son testament en tant que dernière volonté. Voilà. Alors, qui peut exécuter ou faire exécuter un testament? Celui qui doit exécuter un testament, c'est l'exécuteur testamentaire, s'il est désigné. Quelqu'un qui rédige un testament et qui connaît les normes de rédaction d'un testament, il désigne l'exécuteur. S'il n'est pas désigné dans le testament, c'est le liquidateur de la succession qui a l'obligation d'accomplir ou d'exécuter tout ce que le défunt, le découillus, a déposé dans son testament. C'est un devoir légal pour le testateur, plutôt un devoir légal pour le liquidateur, que de faire la dernière volonté du défunt dès lors que cette dernière volonté ne s'oppose pas à la loi. Alors, comme on le sait, souvent, comme vous avez expliqué là, c'est soit un avocat, soit un notaire, ou peut-être un membre de confiance de la famille à qui les testateurs auraient remis les documents. Maintenant, après sa mort, quelle est la procédure de récupération de ces testaments ou encore de la prise de connaissances par la famille du défunt ou de la défunte? Bon, il y a plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios. Allez-y. L'auteur du testament peut dire à ses enfants que j'ai un testament que je fais garder chez le notaire. Vous ne pourrez y accéder qu'après ma mort. Parce que souvenez-vous que
le testament ne produit des effets qu'après la mort. qu'après la mort. Il y a une précision de taille. Hein? Oui. Donc, de son vivant, le testateur peut changer de testament. Il peut changer. Oui. Quelque chose qui est confié à l'État, au notaire. Si, il peut changer. C'est un droit. Mais il y a des gens qui vous font un testament à l'article de la mort, mais ils ne meurent pas. Oui, oui. Il ne meurt pas. Il dit, si je mourrais, voilà ce que vous devez. Mais il ne meurt pas. Il revient sur sa décision. C'est légal. C'est reconnu à tout être humain qui, dès lors qu'il n'est pas encore décédé, n'est-ce pas? Dès lors qu'il n'est pas encore décédé, de changer son testament. N'est-ce pas? Et puis, il faut savoir que le testament n'est toujours pas bon qu'il soit révélé du vivant du testateur. Ah bon? Pourquoi? Oui, Pourquoi? Il y a un souci? oui, mais il y a un souci. Lesquels? La sécurité de la personne du testateur. Donc, on peut tuer les testateurs. Mais on peut vous tuer parce que vous avez fait ça, parce que vous avez déjà dit ça. Vous êtes en train de vous battre avec la mort. On peut aller voir un médecin sans conscience, une infirmière sans conscience. Bon, administrer, comme ça, on entre en possession du testament. Parce que ce testament-là, il me lègue le flat, ce testament-là. Donc, il faut que moi, je fasse vite pour entrer en possession de ce flat. Le testament est révélé après le décès. Aussi, comme pour vous compléter, mais c'est vous qui allez répondre, il arrive que les testateurs, d'une manière ou d'une autre, aient peut-être dans son testament commis une sorte, je ne sais pas si je vais appeler ça injustice, parce qu'il favoriserait un enfant X au détriment de son enfant Y. Alors ça crée des tensions entre les cohéritiers. Et les soucis premiers de ces testataires-là, peut-être n'étaient pas en bon terme avec l'enfant Y. Est-ce que quelque chose est prévu dans la loi pour corriger cette injustice au cas où on appellerait ça injustice? Un testateur devrait respecter la loi. Que dit la loi? Tous les héritiers sont égaux. Tous les héritiers sont égaux. Donc, si vous voulez faire de partage entre enfants, il n'y a pas d'aîné, il n'y a pas de puis-né. Tous les enfants ont les mêmes droits. Mais alors, il peut y avoir un enfant qui avait des moyens quand moi j'étais malade. Il ne m'a pas permis d'aller me faire soigner. Mais j'ai des biens. Vous savez qu'il y a aussi des enfants, du temps fort de votre existence, vous êtes autorisé de mettre son nom dans le certificat d'enregistrement. Alors que, déjà affaibli, cet enfant refuse que la maison soit vendue pour vous faire soigner. Un enfant comme ça a failli à une obligation légale. Les parents ou le défunt a le droit de l'empêcher d'accéder à ses biens à titre d'héritage. C'est prévu. Il peut être exhérédé par la volonté du testateur. Mais il faudrait prendre soin de justifier pourquoi cet enfant-là ne peut pas jouir des droits comme d'autres enfants. C'est capital. Tous, en tant qu'enfants, en tant que parents, nous sommes, par exemple, débiteurs d'aliments vis-à-vis de nos parents. Les parents, à un certain âge, s'ils ne travaillent plus, nous sommes dans l'obligation de les nourrir. Ouais. Un enfant qui laisse ses parents mourir de faim est en train de faillir à une obligation et légale et morale, même coutumière. Ouais, nous sommes des bantous. Cet enfant-là, le testateur peut donc, dans son testament, le désigner comme étant indigne de l'hériter. Ah bon? Oui.
La loi va reconnaître ça. La loi devra Ça n'échappe pas reconnaître. aux principes réglementaires. Non, évidemment, le testament doit respecter la loi. Il faut comprendre que par la question qui peut faire le testament, j'ai peut-être perdu de vue de donner un aspect. Allez-y. Le testament est fait sur le bien, n'est-ce pas? Un testament qui dispose sur le bien ne peut porter que sur des biens qui sont votre propriété. Oui. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire un testament sur les biens qui ne vous appartiennent pas, ou des biens qui appartiennent à la famille, ou des biens qui appartiennent. Alors, dans le testament, vous devez tenir compte de la réserve successorale. Ça veut dire quoi? La loi dit, les héritiers de première catégorie, c'est-à-dire les enfants, ont droit à 75% de biens du décoyus. Droit à 75%. Si le défunt a laissé une seule maison, cette maison appartient aux enfants. Ça, c'est la loi qui le dit. L'épouse a un droit de jouissance sur la maison conjugale jusqu'à sa mort. N'est-ce pas? À supposer maintenant que dans votre testament, vous prenez les 75%, vous donnez à votre père. Il y a, dans certaines coutumes, le matriarcat par exemple, où vous prenez vos biens, vous donnez aux enfants de votre sœur. C'est un testament illégal. Et il est nul. C'est les enfants de la sœur qu'on appelle la lingala facile. Et dans une des langues congolaises, si je ne m'abuse pas, Banakasi. Voilà. C'est la lingala, je pense. Oui. Parce que vous trouverez des gens jusqu'aujourd'hui, il ne fait pas étudier ses propres enfants, mais il fait étudier les enfants de sa sœur. Des coutumes comme ça existent. C'est des coutumes surannées, excusez-moi. Ça ne s'explique pas. Comment vous pouvez abandonner vos propres enfants, ils n'étudient pas? Vous allez vous occuper des enfants d'une autre personne. N'est-ce pas? Mais la loi dit, les héritiers de la première catégorie sont vos enfants. Oui. Il y a une seule maison. Biologique et adoptif. Enfant biologique, né dans le mariage ou hors mariage. D'ailleurs, c'est une distinction qui n'existe plus dans notre droit. Ouais. Si vous avez vos enfants, vous devez déjà les récupérer parce que tous sont des enfants légitimes. Il n'y a plus d'enfants bâtards. Dans le droit congolais, le code de la famille congolaise, tous les enfants jouissent de même droit. Les enfants nés hors mariage et adoptés du vivant de parents. Parenthèse, c'était quand même grave dans les passés. Moi, je suis quand même de la série 7, comme on dit, en 1970. On disait même que les enfants illégitimes, pour les distinguer des enfants nés dans les mariages. Voilà. C'était grave. Ça a été aboli. Bon, il semble que les députés de cette époque-là, il semblerait qu'ils avaient beaucoup d'enfants hors mariage, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que reconnaître les enfants qui sont en dehors du mariage, et contre le gré des mouvements féministes qui estimaient que les enfants hors mariage doivent rester en dehors du mariage. C'est comme une punition. Les enfants sont des innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir au monde? Bon, voilà, écoutez, c'est un débat. Parce que c'est les parents, ce sont les parents, d'une manière ou d'une autre, excusez-moi l'expression, qui conçoivent ces enfants-là au sens de la biologie. Je parle de la biologie, pas au sens spirituel, là c'est Dieu, et au sens de la création, c'est Dieu. C'est vous, parents, qui appelez ces enfants à l'existence à partir de votre mariage ou de votre relation. Alors, les enfants sont innocents. Comment est-ce qu'on doit dire que les enfants doivent être condamnés là, ils sont hors mariage? Bon, une parenthèse. Mais ce sont les femmes légitimes qui ne veulent pas de ces enfants-là. Justement, c'est elles qui ne veulent pas de ces enfants-là. Ces enfants-là doivent rester dans la rue et ne doivent pas se mêler aux enfants de la maison.
Mais le législateur congolais À corriger. a corrigé, il a résolu le problème, il a estimé que les enfants sont des enfants. Alors, les enfants des parents. de la première catégorie, pardon, les héritiers de la première catégorie sont les enfants. Sont des enfants. Voilà. Ça, c'est ce que la loi dit. Nés dans les mariages ou hors mariage. Sont des enfants héritiers de la première catégorie. Oui. Alors, vous faites un testament où vous léguez les biens ou une partie des biens au Banankashi. C'est un testament qui ne doit pas s'appliquer parce qu'il est nul. Vraiment. Il viole la loi. Ouais. Il viole la loi. Donc, le testament doit être conforme à la loi. En ce moment-là, il s'applique. Ça, c'est Et spécial. celui qui doit faire le testament doit être propriétaire des biens légués. C'est pas un étranger au bien qu'il est en train de disposer. Mais il y a aussi une chose, hein, puisque il y a des parents, quand ils élaborent leur testament, d'une manière ou d'une autre, quand vous lisez les détails, c'est peut-être une fille dernier-née, peut-être, qui est plus favorisée parce qu'elle était chérie à papa. Peut-être c'est maman qui était restée vivante, après que papa soit déjà parti, si elle élabore aussi un testament, peut-être, comme les mamans aiment plus, maman aime plus les garçons, c'est peut-être un chéri là qui a plus d'avantages. Mais c'est la volonté du défunt, une fois que la personne serait morte, c'est la volonté. On n'a pas refusé à d'autres enfants des biens, sauf qu'à l'un ou à l'autre, on donne peut-être plus. Il arrive aussi, ça c'est pas pour vous embrouiller, sous question, que les parents aient déjà décidé que c'est tel enfant qui va prendre l'autorité dans mon entreprise si vous tous, même s'il n'est pas aîné, il n'est pas l'aîné. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est des devoirs que les parents laissent, que le défunt laisse. Mais c'est pas des droits. Parce que tous doivent avoir le même droit. Lorsque vous êtes désigné gérant d'une société par testament, c'est un travail qu'on vous laisse. Vous devez générer des bénéfices qui doivent bénéficier à tout le monde, au même titre que vous. À l'exception que vous, en tant que gérant, vous avez droit à un salaire. Les privilèges de vos fonctions. Mais oui. Mais le droit doit être respecté. Alors, si on a légué plus de biens à un enfant, est-ce que c'est illégal? La volonté du testateur Oui. ne se place pas au-dessus de la loi. Si vous voulez que votre testament soit appliqué, il faut respecter la loi. Je trouve ça comme une menace, M. José. Non, mais la loi nous menace toujours. La loi dit ceci, tous les héritiers ont des droits égaux. Bon, maintenant vous, par votre propre volonté, vous dites, chez moi les héritiers ne doivent pas avoir des droits égaux. Quelle est la volonté qui va primer? Celle de la loi ou votre volonté personnelle? Parce qu'on vous parle même de la réserve successorale. Ça veut dire quoi? C'est une quotité à laquelle on ne touche pas et doit demeurer intacte. Et on Soyez plus clair que ça. Hein? Soyez plus clair. Et on parle d'une quotité disponible. Ça veut dire quoi? Dans les biens que vous avez, il y a un pourcentage auquel même vous, en tant que propriétaire, vous ne devez pas toucher. Sous certaines réserves. N'est-ce pas? Oui. Vous ne devez pas toucher. Sous certaines réserves. Et je vous donne un exemple concret. Allez-y. Vous avez des enfants. N'est-ce pas? Oui. Les enfants constatent que papa est gravement malade. Papa est gravement malade. Mais papa s'est fait manipuler par des prétendus guérisseurs ou des prétendus pasteurs. Il se met à dilapider les biens. N'est-ce pas? Papa a une maison. Papa se permet de donner cette maison au pasteur pour qu'il guérisse. Cette maison-là fait partie de la réserve successorale. N'est-ce pas? Oui.
comme elle fait partie de la réserve successorale, souvenez-vous que le testament entre en vigueur après la mort. N'est-ce pas? Et après la mort, on découvre que l'unique maison a été attribuée à un pasteur. Les enfants ont droit de récupérer cette maison et de ne pas appliquer le testament. Pourquoi? C'est une réserve à laquelle on ne touche pas. Mais à supposer que papa avait 30 maisons, 10 maisons, il se permet de prendre une parcelle, de confier à un pasteur qui a été un bienfaiteur pour lui. Ou un bon encadré spirituel. Comme il y a beaucoup de biens, il a la latitude de préserver la succession, de préserver la réserve successorale. Dans la quotité disponible, il peut y avoir encore des biens qu'il peut disposer. Donc, dans les biens que vous avez, à l'article de la mort, il y a des biens que vous pouvez céder et il y a des biens que vous ne pouvez pas céder. L'État a protégé une proportion, un pourcentage de biens aux enfants. Il ne faudrait pas que, quand vous mourrez, à cause de vos convictions probablement religieuses, coutumières, et que les enfants restent souffrir. Vous prenez les biens, vous donnez à votre sœur, et vos enfants restent bredouilles. C'est contraire à la loi. Mais est-ce que il peut arriver aussi qu'il y ait un parent, pour des raisons peut-être d'harmonie, il a 7 enfants, il a aussi 10 maisons peut-être. Dans son testament, il précise, Clément aura la maison de Limété, José aura la maison de la Gombe, etc. Les 3 maisons qui vont rester, une sera pour ma femme, les 2 autres là pour ma famille, tout ça. Est-ce que c'est possible? Parce que vous avez dit que tous les héritiers ont des droits, je dirais, équitables. C'est si j'ai compris quelque chose. Oui. Alors, en précisant pour des maisons, peut-être la maison de José qui est à Gombe est mieux que la maison de Clément qui est à Limété. Là, ça ne serait pas aussi une injustice? Attention. Ces maisons sont au nom de qui? Papa? Alors, si ce sont des maisons de papa, si ce sont des maisons de papa, si vous avez distribué les maisons comme ça et que ça ne pose pas problème, ok. Il y a des enfants qui ne se sentent pas mal à l'aise dans ce qu'ils ont reçu, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des enfants qui estiment que non, à lui seul, il a une villa qui vaut 4 fois que les petites maisons que papa nous a données. Non, non, on doit récupérer tout dans la réserve successorale. On vend, on fait la licitation et chacun retrouve sa part. Donc, il faut prier là où vous êtes dans l'au-delà, que la distribution faite ne pose pas problème. Si il est établi qu'il y a injustice dans la distribution, eh bien, les héritiers ont droit de réclamer. Donc, ils vont revenir à la formule du départ, où les parents mettent des maisons au nom de tous les enfants. Ils vont faire la sommation de ces maisons-là, s'ils veulent se partager, peut-être par la vente ou quelque chose comme ça. Oui, attention. Un parent peut faire cadeau d'un bien à son fils. Sans que ça dérange les autres. Mais c'est sorti de son patrimoine, de son vivant. Wow, ok. N'est-ce pas? C'est sorti de son patrimoine, de son vivant. C'est une maison attribuée à Clément. C'est mon fils aîné, j'ai plus confiance en lui, il est fort, il a un sentiment d'altruisme vis-à-vis de ses jeunes frères. Je trouve qu'il est bon, il peut me remplacer valablement. Allez, la première maison, c'est Clément. Tout en sachant que Clément, de par le cœur qu'il a, il ne laissera pas ses jeunes frères en train de souffrir. N'est-ce pas? Et le bien peut sortir du vivant des parents, de leur patrimoine. Ça, c'est un don. N'est-ce pas? Alors, pour le reste, il y a des biens que vous disposez
après Votre mort. votre mort. Je comprends. Mais vous pouvez aussi dire, étant donné que de mon vivant, Clément a reçu plus, vous devez accepter aussi que vos jeunes frères, jeunes sœurs puissent jouir du peu que j'ai laissé. Voilà. Il arrive aussi que certains avocats ou collaborateurs du défunt ou du testateur s'évertuent à manœuvrer ou à modifier les testaments. Alors, dans ces cas d'espèce, comment dénicher ou décourager ces pratiques malsaines? Comment dénicher qu'ils ont manipulé? Là, il se pose un problème du caractère authentique d'un testament. Si c'est un testament passé devant le notaire, c'est facile. Si c'est un testament passé devant le notaire, il est donc facile d'aller vérifier ce que le testament du notaire dit. Parce que c'est un testament qui est enregistré. Là, on déniche facilement. Alors, mais il se fait aussi que le testament ayant été remis à la famille, certaines personnes ne se retrouvent pas, ils se permettent de le modifier. N'est-ce pas? Quand on se permet de modifier un testament, on commet un faux en écriture. S'il arrive, par exemple, que l'un des témoins, le jour où le testateur a fait son testament devant un témoin, mais qui n'a pas été gardé par le notaire, puisse avoir la copie de ce jugement, plutôt la copie de ce testament, on peut bien dénicher que il y a une fausse copie. Donc, si je comprends bien, ça conduit ou encore ça constitue donc des sortes de garde-fous pour qu'on sache qu'après la mort du testateur, ce document-là serait original, hein? Oui, regarde. Allez-y. La loi dit ceci. Pour le testament holographe, c'est-à-dire le testament qui n'a pas été passé devant notaire ou officier de l'état civil, il doit être rédigé à la main. Ah bon? Oui. C'est une autre précision, ça. Oui. Vous devez écrire à la main. On sait reconnaître l'écriture de Clément. Ça doit être manuscrit. C'est manuscrit. Si c'est dactylographié, le testateur, à peine de nullité, il doit mentionner au manuscrit la circonstance que c'est lui qui a fait dactylographier ce serment et ce testament. C'est un testament qui est bel et bien l'expression de sa volonté. Sur chaque page, s'il ne le fait pas, le testament dactylographié est nul. Tout ça, ce sont des conditions d'authenticité qui permettent de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. N'est-ce pas? Donc, si vous ne voulez pas qu'on triche, allez chez le notaire. Alors, y a-t-il plusieurs sortes ou plusieurs types de testaments? Oui, la loi congolaise reconnaît, je pense, 3 sortes de testaments. Pouvez-vous les énumérer ou les citer? D'abord, le testament oral. Oral. Sentant sa mort prochaine. Vous commencez à parler. Ça, c'est pas possible. Vous commencez à parler parce que... C'est dur, hein? Nous autres, là, les Africains, on parle des testaments que lorsque on sent que, bon, on risque de quitter. Parfois même, il y a des gens qui ont peur. Ils estiment que, bon, plus vous faites un testament, la mort approche. Alors, le testament oral, vous comprendrez qu'un testament oral, il faut qu'il y ait des témoins, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des témoins. Et lorsque quelqu'un a fait un testament oral, les témoins peuvent dire, voilà, quand on était avec lui à l'hôpital, il nous a appelés, voilà ce qu'il nous a dit.
Mais vous comprendrez que c'est le genre de testament très fragile. Souvent, les gens réfutent ça avec la plus forte énergie lorsque leurs intérêts ne se retrouvent pas. Oui, parce qu'on peut transformer les paroles du défunt. Voilà. On peut transformer les paroles du défunt. Tout comme on peut exactement donner les paroles du défunt, mais tout le monde le réfute. Il n'y a pas assez de garantie. Ça, c'est le testament oral qui, d'ailleurs, quand vous le faites à l'article de la mort, si vous ne mourrez pas, il n'a une validité que de 3 mois. Ah bon? Oui. Validité de 3 mois. D'ailleurs, là, il faudrait recommencer. Il faut recommencer. Si on voit qu'on a encore la chance de vivre 6 mois ou quoi. Oui, c'est un testament qui a une validité de 3 mois. Par contre, le testament holographe, deuxième type de testament, c'est celui où le testateur se met à écrire lui-même. Il écrit, il date, il signe, avec précision. Ce testament holographe peut être manuscrit ou dactylographié, mais le testateur devra prendre soin de viser sur chaque page et de mentionner que c'est lui qui a fait dactylographie. Ouais. Et les troisième types, c'est lesquels? C'est le testament qui est passé devant le notaire, n'est-ce pas, qui a été enregistré par le notaire. Et quand vous dictez, par exemple, votre testament à un notaire qui c'est devant témoin, il écrit, ou soit vous-même vous écrivez, vous nous donnez au notaire, il le légalise et il l'enregistre. C'est on l'appelle d'ailleurs testament authentique, c'est-à-dire qu'il a plus de garanties d'être respecté. C'est les testaments les plus sécurisés. Hein? Oui. Donc notre système de droit reconnaît 3 types de testaments. Alors, que direz-vous des responsables qui meurent sans laisser des testaments? Devrait-on se référer à ces derniers ou à leurs plus responsables, à leurs dernières paroles ou leurs derniers souhaits? Oui, c'est comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire un testament. Je me demande le bien fondé de cette peur, ça vient d'où? C'est la peur de la mort peut-être? Oui, hein? Oui, la peur mais de la mort. c'est aussi dangereux hein, de ne pas faire des testaments. Hein. Voilà. Oui, ça peut créer des troubles après. Alors, mais lorsque... il meurt sans laisser des testaments. Oui, c'est la loi qui doit être appliquée. C'est tout? Oui. Ah bon? Les successions... Mais quelqu'un peut venir, il dit, papa disait ceci. Il disait que après moi, j'aimerais que toi, tu sois responsable dans notre société. Amenez la preuve. C'est ça. Grave. Amenez la preuve que ce que vous dites là, papa l'a dit. Donc, les successions où il n'y a pas de testament sont réglées conformément à la loi. La loi a tout prévu. La loi a tout prévu. C'est pas parce qu'on n'a pas laissé de testament, vous pouvez naviguer à sens et à contresens. Non. La loi a tout prévu. La loi a tout prévu. Puisque nous avons encore 5 minutes selon la réalisation, alors j'aimerais comprendre une chose. C'est vrai, comme vous le disiez déjà là, et je le disais à l'annonce de cette émission au début là, beaucoup d'Africains, ou beaucoup d'entre nous, avons peur d'écrire un testament ou de laisser un testament parce que ça peut aussi être oral ou quoi, tout ça. Alors, ce qui est aussi certain, c'est que les gens pensent qu'écrire un testament ou peut-être laisser ces dernières paroles comme testament, ça peut porter malheur ou malchance, quelque chose comme ça. Alors vous, en tant qu'Africain, je sais que vous êtes un avocat chevronné, vous êtes très scientifique, mais là, je vais avoir votre appréciation en tant qu'Africain, en tant que Bantou, et une appréciation couplée avec la matière des droits. Que direz-vous? Quelle est votre lecture? Non, écoutez, il est quand même curieux qu'un peuple qui passe tout son temps à prier et à préparer la mort, la vie dans l'au-delà, puisse avoir une peur bleue de la mort. Alors que souvent, quand on parle de la vie éternelle, tous nous sommes là-dedans,
Nous voulons vivre éternellement. Mais on ne vit pas éternellement avec le corps physique. C'est une aberration que de penser que quand on fait un testament, on appelle la mort. Non. Oui, c'est vrai. On peut sentir la mort et anticiper. Parce que les gens qui sont épris de paix, les gens qui veulent qu'après leur mort, il n'y ait pas de trouble, ils règlent tout. Mais les gens qui sont accrochés aux biens matériels, ils ne peuvent pas nourrir l'idée de disposer de ce bien avant qu'il n'ait quitté la terre. Donc, il voudrait que ce bien lui appartienne même dans l'au-delà. C'est dangereux ça. Mais c'est une aberration. Vraiment. C'est une aberration. Si vous êtes responsable, vous pouvez disposer de vos biens tout en étant en bonne santé. Vous dites, dès que je meurs, voilà ce qui doit être fait. Vous allez m'enterrer comme ceci, vous allez faire comme cela. C'est la dernière volonté. Quand je meurs, vous devez aller m'enterrer dans tel cimetière. Et voilà ce que vous devez faire pour m'enterrer. Pas beaucoup de gens. Pas de pleurs, des cris autour de moi. Ah non, là c'est dangereux. Quiconque il y a des émotions, maître José. Oui, mais il y a des gens qui n'aiment pas le bruit quand ils meurent. Il peut décider et dire quiconque ne sait pas se retenir ne doit pas approcher mon corps. Le président François Mitterrand avait autorisé 7 personnes, si j'ai bonne mémoire. Ah bon? Oui. Dans son testament? Oui, il avait autorisé 7 personnes pour l'accompagner. N'est-ce pas? Dans sa dernière donc, c'est une façon, donc c'est-à-dire que nous mourons comme on a vécu. Il y a des gens qui ont des principes, il y a des gens qui ont des croyances, il y a des gens qui connaissent ce que c'est que la mort et prennent des dispositions vis-à-vis des coutumes avilissantes. N'est-ce pas? Et ils ne voudraient pas que, à leur mort, les choses se passent tel que ça se passe. Moi, je connais quelqu'un, un ancien journaliste de renom, qui n'a pas voulu qu'à sa mort, sa parcelle soit ouverte à tout le monde. Ah bon? Ah oui. Il a décidé qu'à ma mort, ma parcelle restera fermée. Seuls les membres de la famille peuvent venir en ordre, n'est-ce pas? Et il a cité nommément les voisins qui peuvent venir. Mais ça c'est grave. N'est-ce pas? Les deuils, c'est ouvert au public. C'est ce que vous croyez. Ici en Afrique. C'est comme ça. Mais malheureusement, lui avait estimé que les gens viennent au deuil pour voler les chaises. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont vécu des expériences comme ça. Il y a même certains qui viennent pour se moquer des morts. Oui. Parce qu'il avait des conflits avec... Oui, il y a des gens comme ça. Ouais. Mais vous ne m'avez pas aimé toute ma vie. Qu'est-ce que vous venez faire devant mon corps? Vraiment. Ça, n'est-ce pas? C'est quand même profond, hein? Vous ne m'avez Là, pas aimé. Je regarde un de nos réalisateurs, Salomon Ngoy, qui est encore trop jeune. Je pense que toi, tu ne vas pas laisser le testament bientôt là. Non, mais le testament ne dispose pas seulement que de biens. Quelqu'un peut faire un testament justement pour organiser ses funérailles. Hein, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas de biens n'ont pas le droit de faire des testaments. Maître José, nous sommes à la conclusion de cette émission. Oui. Par rapport au testament, ça a été bien expliqué, ça m'a édifié. Oui, le testament... Je me souviens, je vais dire ça pour vous faire rire. À un moment donné, j'étais très malade. Je me suis dit, mais j'écris même quelques mots pour mes enfants, pour montrer que je les aime. Oui, bon, écoutez, on peut exprimer la dernière volonté, même vis-à-vis de ses enfants. On peut dire, le cadet, je souhaite qu'il aille vivre chez sa grande sœur, telle. Le suivant devra aller chez tel, parce que je souhaite qu'il soit entre les mains de tel. Celui-là peut assurer son éducation parce qu'il est turbulent. C'est un testament. Mm-hmm. Donc, le testament ne dispose pas seulement de biens, il peut aussi disposer de la manière où vous entendez organiser
la garde des mineurs, de la manière que vous entendez vos funérailles être effectuées, et ainsi de suite. Donc, on peut retenir que dans notre système de droit, il y a 3 sortes de testaments. Oui. Il y a un testament oral, dont la validité est de 3 mois, parce qu'on ne pourra pas, lorsque celui qui était gravement malade est guéri, il veut récupérer ses biens, vous dites non, vous étiez malade, vous m'aviez déjà donné ça. N'est-ce pas? C'est un testament très fragile, le testament oral, qui peut survivre pendant 90 jours. Il y a le testament holographe, un testament où le défunt l'a écrit de sa propre main, il l'a daté, il l'a signé. Si ce n'est pas manuscrit et que c'est dactylographié, c'est un testament où sur chaque page, il doit écrire au manuscrit Pour signaler que c'est moi qui ai souhaité que ça soit dactylographié, mais ceci relève de ma volonté libre. Vous datez, vous signez. Et le 3e type de testament, c'est le testament authentique, où intervient un notaire et des témoins. Un testament qui est enregistré et dont l'original se trouve entre les mains de notaire, et quiconque doute de la copie qui est en circulation peut aller vérifier. Merci beaucoup, Maître José Yombo Chipangila. En tout cas, une matière aussi très pédagogique. Et Maître José l'a bien explicité. Pendant environ 50 minutes, on a éclairé votre lanterne grâce à cet aspect, les Salomon Justice et Promotion. À la prochaine opportunité, bonsoir.